Ma famille a ri quand j'ai assisté aux funérailles de mon père. Puis l'avocat a lu le testament. Et ils n'ont plus su rire. L'enveloppe n'avait pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom griffonné sur le devant. D'une écriture raide, bien trop familière. J'ai failli la jeter avec le reste des publicités. Mais quelque chose m'a arrêté. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. Déjà sur mes gardes, sans savoir pourquoi. C'était une invitation à des funérailles. Mon père était mort. Je fixais le papier, cherchant à ressentir quelque chose. Le choc, la tristesse, la colère. Mais tout en moi était devenu silence. Cela faisait 10 ans que je n'avais plus eu de nouvelles de la famille Moore. Une décennie complète depuis que j'avais quitté Charleston. Et laissé derrière moi chaque regard en coin, chaque épaule froide, chaque mot cruel. Ils avaient été clairs, je ne faisais plus partie des leurs. Je me souviens encore du jour où je suis partie. Caleb n'était qu'un bébé, sanglé à l'arrière de ma voiture. Pendant que je conduisais, la lèvre fendue et une valise pleine de vêtements pour bébé. J'avais enfin quitté l'homme qui m'avait brisé bien plus que les os. Et au lieu de m'abriter, mon père m'avait couvert de honte. « Tu as fait ton lit », avait-il dit. Et c'était tout. Mais je ne me suis pas effondrée. J'ai construit une nouvelle vie pour nous à Savannah. Modeste, discrète, mais sûre. J'ai trouvé un travail à la bibliothèque à classer des livres. Je lisais des histoires à Caleb pour l'endormir. J'ai réappris à respirer. Et même si mon père n'a jamais tendu la main, jamais présenté d'excuses, jamais demandé, j'ai quand même envoyé de l'argent chaque mois, par l'intermédiaire du vieux monsieur Gérald, notre voisin. Je veillais à ce qu'il ne manque de rien. Je ne l'ai dit à personne. Et surtout pas à Caleb. Maintenant, je tenais cette lettre entre mes mains. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était: pourquoi maintenant? Pourquoi inviter la fille que tu as rejetée? Caleb a dû voir mon visage. Parce qu'il s'est approché de moi et a dit doucement: tu vas y aller? Je n'ai pas répondu. Ma gorge était trop serrée. Je fixais simplement les mots sur ce papier blanc immaculé. Puis il a ajouté: peut-être qu'il a laissé plus qu'un testament, maman. Peut-être qu'il a laissé quelque chose pour toi. J'ai regardé mon fils. Mon encre, mon témoin. Et quelque chose en moi a changé. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais je savais ceci. S'il restait quelque chose à entendre, je devais l'entendre. Alors j'ai replié la lettre, fait ma valise, et me suis préparée à retourner dans un lieu que j'avais juré de ne jamais revoir. La chapelle était plus petite que dans mes souvenirs. Des poutres en bois au plafond. Des vitraux assombris par un ciel gris de Charleston. Cela aurait dû sembler sacré. Mais l'air à l'intérieur était lourd, empreint de vieux parfums et de rancune plus ancienne encore. J'ai franchi les doubles portes avec Caleb à mes côtés, sa petite main fermement nichée dans la mienne. Les têtes se sont tournées avant même que nous ayons atteint la moitié de l'allée. Les chuchotements ont jailli comme des étincelles. Certains ne se donnaient même pas la peine de cacher leur surprise. D'autres se contentaient de fixer. Comme s'ils voyaient un fantôme. Et puis je les ai vus. Lindsay et Mark se tenaient près de l'autel. Leurs vêtements noirs taillés sur mesure. Le deuil appliqué comme un maquillage. Juste assez pour être remarqué, pas assez pour couler. Le regard de Lindsay a croisé le mien en premier. Une lueur d'incrédulité. Puis ses lèvres se sont incurvées, lentes et acérées. Eh bien, a-t-elle murmuré. Assez fort pour que les bancs autour l'entendent. On dirait que la fille prodigue pense qu'il reste de l'argent. Mark a laissé échapper un petit rire. Mais ses yeux n'avaient rien d'amusé. Juste du jugement. Celui que j'avais connu toute ma vie. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement continué à avancer. Le regard droit, la colonne bien droite. Même si tout en moi voulait faire demi-tour et fuir. J'ai trouvé une place tout au fond, sur le dernier banc. Aussi loin qu'il était possible de m'éloigner d'eux. Je n'étais pas venu pour eux. Je n'étais pas venu pour le drame. J'étais venu pour dire adieu. Caleb s'est assis à côté de moi, me serrant la main encore plus fort. Je sentais ses doigts trembler. Je me suis penchée un peu et murmuré: ça va, mon cœur. On est juste là pour rester assis. Mais je savais que ça n'allait pas. Pas vraiment. Là-bas, devant, le prêcheur a raclé sa gorge. Le service a commencé. Des prières. Quelques éloges funèbres hésitants.
Ce genre de deuil poli qui sonne comme une répétition. Creux. Mon nom n'a pas été prononcé une seule fois. Personne n'a même reconnu que j'étais sa fille. Ils sont passés des souvenirs d'enfance. Directement aux soins inlassables de Lindsay. Aux allers-retours de Mark pour aider à gérer les choses. Le récit était bien ficelé. Propre. Édité. Mon père était mort comme il avait vécu. Avec une histoire dans laquelle je n'existais pas. Caleb posa sa tête contre mon épaule. Silencieux et immobile. Je regardais droit devant moi. Mais mes oreilles brûlaient de chaque regard en coin. Chaque ricanement étouffé derrière un mouchoir. Je ne pleurais pas. Mais pas parce que je n'en avais pas envie. J'avais simplement épuisé toutes mes larmes il y a bien longtemps. Quand le service prit fin, les gens commencèrent à sortir. Certains passèrent devant moi sans un regard. Une cousine âgée me lança un bref hochement de tête, puis détourna les yeux. Lindsay me frôla comme si je n'existais pas. Mark la suivit, s'arrêtant juste assez longtemps pour me regarder dans les yeux. « Je ne pensais pas que t'aurais le cran de venir, » murmura-t-il. Je soutins son regard sans ciller. Moi non plus. Il eut un sourire en coin. « Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est plus ton histoire. » Il se retourna et s'éloigna. Et je restai figé sur ce banc. La tête de Caleb toujours appuyée contre moi. Ma main enroulée autour de la sienne comme si c'était la seule chose réelle dans cette pièce. Il ne savait pas. Je n'étais pas venu pour faire partie de l'histoire. J'étais venu pour la terminer. La maison familiale des Moore n'avait pas changé. Les mêmes colonnes blanches. Les mêmes briques rouges. Le même lierre qui s'enroulait autour du porche comme s'il étouffait quelque chose en dessous. Mais franchir la porte d'entrée après 10 ans. C'était comme entrer dans un congélateur. Froid. Stérile. Silencieux de la pire des manières. Les invités commençaient déjà à arriver. Des cousins, de vieux voisins, quelques partenaires d'affaires. Je reconnaissais la plupart des visages, même si aucun ne me regardait directement. Leur conversation se muait en murmures dès que j'entrais dans la pièce, mais je sentais chaque regard en coin, comme une piqûre d'aiguille sur la peau. Lindsay se tenait près de la cheminée, faisant tournoyer du vin blanc dans un verre en cristal. Comme si c'était une fête. Pas des funérailles. Mark était adossé nonchalamment à ses côtés. Une main dans la poche de son blazer. L'autre tenant un verre de rouge assorti. Il ressemblait plus à des hôtes d'un cocktail mondain qu'à des enfants en deuil de leur père. Quand ils me virent entrer avec Caleb, le sourire de Mark se tordit en une grimace moqueuse. « Ça ne prendra pas longtemps, » dit-il. Assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Elle a été rayée du tableau depuis des années. Quelques rires gênés éclatèrent. D'autres détournèrent les yeux, comme s'ils se souvenaient soudain d'un détail très important sur le mur du fond. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Je gardai mon manteau, même si le feu crépitait. Caleb resta collé à moi. Ses petits doigts serrés autour des miens. Il ne dit pas un mot. Mais je sentais ses yeux observer la pièce. Scrutant chaque mouvement. Lisant la tension. Comme seuls savent le faire les enfants qui ont grandi dans le silence et la tempête. Nous avons pris place au fond du salon. Loin du foyer et du vin. Je jetai un regard autour de moi, m'imprégnant des photos encadrées qui tapissaient encore les murs. Lindsay à l'université. Mark sur un bateau. Vacances familiales à Hilton Head. Pas une seule photo de moi. Même pas de notre enfance. Je n'étais pas surprise. On m'avait effacée avec soin. Lindsay croisa mon regard et sourit. Pas un sourire bienveillant. Un sourire de propriétaire. Comme si j'étais entrée dans son royaume sans y être invitée. Tu peux t'asseoir si tu veux, Rachel, dit-elle d'une voix mielleuse. Mais ne t'attends pas à un chapitre. Je ne lui donnai rien. Caleb leva les yeux vers moi alors. Et je le vis sur son visage. Ce n'était pas de la peur. Ni de la confusion. C'était de la tension. Comme s'il attendait. Comme si quelque chose d'important n'était pas encore arrivé. Et d'une certaine manière, je savais qu'il avait raison. Le silence s'abattit sur la pièce. Quand la porte d'entrée grinça de nouveau. Thomas Dawson entra. Comme un homme qui savait parfaitement dans quel genre de bourbier il mettait les pieds. Même costume gris impeccable. Même mallette en cuir. Mais cette fois, il portait aussi autre chose. Une petite boîte en cèdre, polie à la perfection.
serré sous un bras. Lindsay ne leva même pas les yeux de son verre. Mark jeta un coup d'œil à sa montre. Comme s'il avait mieux à faire ailleurs. Merci à tous d'être venus, dit Monsieur Dawson. Sa voix basse mais assurée. Selon les dernières volontés de Monsieur Moore, nous allons commencer par une vidéo avant de procéder à la lecture officielle. L'atmosphère de la pièce changea. Se tendit. Une vidéo, ricana Lindsay, déjà agacée. On ne peut pas juste lire le testament? On sait tout ce qu'il dit. Mark acquiesça. Oui, pas la peine de faire traîner. Certains d'entre nous ont des vols. Mais Monsieur Dawson ne broncha pas. Il passa calmement devant eux. Et déposa la boîte en cèdre sur la table basse devant la cheminée. Puis il posa sa mallette à côté. Et commença à en ouvrir les loquets. C'était le vœu explicite de votre père, dit-il. Que cette vidéo soit visionnée avant toute démarche légale. Lindsay leva les yeux au ciel. Mark marmonna quelque chose entre ses dents. Quelques cousins se penchèrent vers l'avant. La curiosité éveillée malgré eux. Je restai silencieuse. Mais Caleb se redressa légèrement à mes côtés. Sa main relâcha un peu la mienne. Je baissai les yeux vers lui. Et son visage doux, ouvert, était éclairé par quelque chose de discret mais indéniable. L'espoir. Il ne dit rien. Mais je le sentais rayonner de lui. Comme s'il savait déjà. Comme s'il avait attendu ce moment plus longtemps que moi. Et pour la première fois depuis que j'avais franchi cette porte. Je ne me sentis plus seule. L'écran vacilla une fois, puis une autre. Avant de se stabiliser. Un léger bourdonnement emplit la pièce. Et puis, il apparut. Mon père. Plus âgé que dans mes souvenirs. Plus maigre aussi. Ses épaules autrefois fières s'étaient affaissées. Devenu quelque chose de plus doux. Ses yeux, toujours si perçants, si froids, étaient fatigués maintenant. Ombragés par un poids que je ne savais nommer. Il était assis à son vieux bureau en chêne. Celui qui avait toujours été interdit à quiconque sauf lui. Derrière lui, le tableau du marais pendait toujours au mur. Comme il l'avait fait durant toute mon enfance. Il regarda droit dans la caméra. Si Rachel regarde ceci, commença-t-il. Sa voix basse, rocailleuse. Je te dois les excuses que je ne t'ai jamais présentées. Chaque respiration dans la pièce sembla suspendue. J'avais tort, dit-il. Je t'ai jugé pour avoir quitté un mariage que je ne comprenais pas. Je te croyais faible. Je te croyais égoïste. Je me suis laissé croire ce que je voulais croire. Parce que c'était plus facile que de poser des questions. Dont je ne voulais pas entendre les réponses. Il fit une pause. Ses doigts tremblotant légèrement sur ses genoux. Un tic nerveux que je ne lui connaissais pas. Quand tu es apparue sur mon perron cette nuit-là. Meurtrie, tremblante, ton bébé dans les bras. J'aurais dû ouvrir la porte. J'aurais dû te faire entrer et dire. Tu es en sécurité maintenant. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé la fierté parler plus fort que l'amour. Une boule me monta à la gorge. Caleb attrapa de nouveau ma main. Ses petits doigts se refermant sur les miens. Je ne détachais pas mes yeux de l'écran. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait. Que je t'enseignais la responsabilité. Mais la vérité, c'est que je te punissais. Pour être partie. Pour t'être choisie. Pour avoir osé être plus forte. Que ce que je t'avais appris à être. Derrière moi, j'entendis des chaises bouger discrètement. Quelqu'un expira un peu trop fort. Mais je ne me retournai pas. Je ne le pouvais pas. Pas maintenant. J'ai appris la vérité, Rachel. Il y a quelques années. Gérald est passé avec une enveloppe. Disant qu'elle venait d'un ami qui voulait payer la facture de chauffage. L'écriture. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Il se pencha légèrement en avant. Ses yeux brillants. Tu envoyais de l'argent. Tous les mois. Pendant des années. Silencieusement. Sans crédit. Sans contact. Juste du soin. Même quand je ne t'offrais rien en retour. Même quand je faisais semblant que tu n'existais pas. Tu n'as jamais cessé d'être ma fille. Même quand j'ai cessé d'être ton père. Ma respiration se coupa. Je clignai des yeux, essayant d'empêcher les larmes de couler. Mais elles étaient déjà là. Brûlantes. Rapides. Silencieuses. Je t'ai observé de loin, poursuivit-il. Gérald me disait comment tu allais.
À propos de la bibliothèque. À propos de Caleb. Il disait qu'il était brillant. Qu'il regardait le monde comme toi. Avec patience. Il sourit alors. Un petit sourire, fatigué. Et cela me brisa. Je ne mérite pas ton pardon, Rachel. Mais si je peux te laisser quelque chose. Que ce soit ceci. J'avais tort. Tu avais raison. Tu as fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu as protégé ton enfant. Tu t'es éloigné de la douleur. Et tu as construit quelque chose de meilleur. Il inspira péniblement. Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi. Comme de l'homme qui a tourné le dos à sa fille. Alors j'ai changé le testament. Ils ne le savent pas encore. Mais ils le sauront. Des halètements parcoururent la pièce comme des oiseaux effarouchés. Quelqu'un jura entre ses dents. Lindsay se redressa brusquement sur son siège. La mâchoire de Mark se crispa. Je les entendais à peine. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était d'être fier de mes enfants. Dit mon père. Et je le suis. De toi. De la femme que tu es devenue. Pendant que je ne regardais pas, l'écran s'assombrit un instant. Puis s'illumina de ces derniers mots. Dis à Caleb merci. De m'avoir donné une dernière chance. D'être un père. Même de loin. Puis tout devint noir. Le silence tomba. Plus lourd que le chagrin. Personne n'osa parler. Mais pour la première fois depuis 10 ans, j'entendis mon père clairement. L'écran s'était à peine éteint. Que les murmures commencèrent. Confusion. Colère. Déni. Monsieur Dawson n'attendit pas que le silence revienne. Il ajusta ses lunettes, ouvrit le dossier en cuir sur ses genoux, et dit. La vidéo servait à apporter du contexte. À présent, conformément au testament révisé, notarié et juridiquement contraignant de Monsieur Moore, je vais lire les dernières attributions. Lindsay laissa échapper un souffle aigu par le nez, comme si elle se préparait à la guerre. Mark croisa les bras sur sa poitrine et se renfonça dans son fauteuil. À nouveau suffisant, comme si la vidéo n'avait signifié rien. À ma fille, Rachel Ellen Moore, commença Dawson, sa voix ferme, solennelle, je lègue la résidence familiale de Charleston, son contenu et les terres environnantes en totalité. Je sentis la pièce se tourner vers moi, les coups se tordant, l'incrédulité brillant dans tous les regards. Mes mains étaient figées sur mes genoux, Caleb toujours blotti contre moi. De plus, poursuivit Dawson, je lègue à Rachel Moore la somme de $250 000 en liquidité et tous les soldes restants de mes économies de retraite. L'atmosphère changea. Il n'avait pas fini. Et à son fils, Caleb Moore, je lègue un fonds d'études universitaires d'un montant de $100 000. Mon cœur manqua un battement. Caleb leva les yeux vers moi, la bouche légèrement entr'ouverte, essayant de comprendre ce que ces mots signifiaient. Moi aussi, j'essayais encore. Dawson marqua une pause, puis tourna la dernière page. À mon fils, Mark, et à ma fille, Lindsay, je lègue ce qui suit, une collection d'albums photos de famille, ma vieille boussole militaire, et la Bible que m'a donnée ma mère pour mes 18 ans. Un souffle de surprise s'échappa de quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Lindsay se leva d'un bond. Quoi? Sa voix était tranchante, aiguë, déjà tremblante. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Il n'y a aucune erreur, répondit Dawson, impassible. Votre père a modifié son testament il y a 2 ans. Les documents sont certifiés, signés en présence de témoins et enregistrés au greffe du comté. Mark se leva aussi, la mâchoire serrée à s'en faire mal. Il était malade. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait, rétorqua Dawson en refermant le dossier dans un petit claquement sec. Un instant de silence stupéfait s'écoula, puis il reprit la parole, plus doucement cette fois, lisant une note manuscrite attachée au testament. Il m'a demandé de lire ceci à voix haute. Qu'il se souvienne de ceux qui ont été là quand ça comptait. Qu'il se souvienne de ceux qui sont restés silencieux mais n'ont jamais cessé d'aimer. Cette maison doit revenir à la seule personne qui n'a jamais rien demandé et qui a donné quand même. Lindsay quitta la pièce en furie. Mark la suivit après un moment, traînant derrière lui son incrédulité comme une ombre. Je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Pas parce que j'étais sous le choc, mais parce que, pour la première fois en 10 ans, je ne me sentais plus effacée. Je me sentais choisie. Tu l'as manipulé, cracha Lindsay, la voix brisée, en se tournant vers moi, son verre de vin encore à la main mais complètement oublié.
Il n'y a aucune chance qu'il ait changé le testament de son propre chef, c'est toi, forcément. Elle s'interrompit net, l'accusation mourant dans sa gorge. Je restai immobile. Je n'avais pas besoin de dire un mot. La vidéo avait déjà tout dit. Tu l'as manipulée, répéta TL, plus fort cette fois, le visage rouge de rage. Après tout ce que tu as fait à cette famille, tu reviens ici, muette, comme une sainte? C'est pathétique. Caleb sursauta à côté de moi, et je posai la main sur son épaule. Il n'avait pas besoin d'être protégé. J'avais juste besoin de me rappeler que j'étais encore là, les pieds bien ancrés. Marc s'avança alors, la voix basse mais bouillonnante de colère. On va contester. C'est impossible que ça tienne. Il n'était pas bien, il était confus. Monsieur Dawson ne s'y a pas, le testament a été modifié 2 ans avant que sa santé ne décline. Il était sain d'esprit. C'est signé, notarié et enregistré au tribunal. Il n'y a aucun fondement juridique pour une contestation. Marc ouvrit la bouche pour répliquer, mais s'interrompit en croisant le regard calme de Dawson, ce genre de regard forgé par des décennies passées dans des salles d'audience et aucune tolérance pour les caprices d'enfants gâtés. Autour de nous, la pièce s'était figée. Certains cousins chuchotaient à présent, d'autres glissaient vers la porte latérale, leurs manteaux maladroitement serrés contre eux, les visages détournés du mien. Personne n'osait me regarder dans les yeux. Pas par haine cette fois, mais par quelque chose de plus proche de la culpabilité. Peut-être de la honte. Le souffle de Lindsay était saccadé. Elle semblait hésiter entre pleurer ou hurler. Ses mains tremblaient tandis qu'elle posait le verre de vin trop violemment sur le buffet. C'est une blague, murmura-t-elle. Une putain de blague. Elle se retourna et sortit sans un mot de plus. Marc la suivit quelques secondes plus tard, la mâchoire tellement crispée que je crus l'entendre craquer. Et tout à coup, la pièce fut vide. Il pensait m'avoir enterré il y a 10 ans. Mais j'étais toujours là. Et maintenant, c'était eux qui fuyaient. La pièce était calme, à présent. Pas un silence gêné. Pas une tension suspendue. Mais une paix. Apaisée. Je restai là un long moment, Caleb à mes côtés, sa petite main toujours dans la mienne. Son étreinte s'était relâchée, mais il ne m'avait pas lâché. Moi non plus. Il n'y avait plus personne d'autre dans la pièce. Le murmure des voix fuyantes s'était estompé dans le couloir. Des portes avaient claqué. Les pas s'étaient évanouis. Je me levai lentement et marchai vers le coin de la pièce où le vieux fauteuil en cuir reposait encore sous la baie vitrée. Il était toujours là. Inchangé. Usé aux accoudoirs. Grinçant dans ses articulations. Moulé à la forme de l'homme qu'il avait autrefois appelé son trône. Je le fixai un instant, puis tendis la main et effleurai doucement le rebord du bout des doigts. Adieu, papa, murmurai-je. Je te pardonne. Les mots ne restèrent pas coincés dans ma gorge. Ils ne brûlèrent pas. Ne se tordirent pas. Ils tombèrent simplement. Comme s'ils attendaient ce moment depuis toujours. Derrière moi, Caleb ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Le feu crépitait doucement, projetant une lueur orangée sur la pièce. Les photos sur la cheminée. Le parquet usé. Même l'air ambiant. Tout semblait différent, à présent. Pas hostile. Pas pesant. Juste paisible. Je me retournai pour regarder une dernière fois la maison. Pour la première fois depuis des années, elle ne ressemblait plus à un lieu qui m'avait banni. C'était devenu un foyer qui, enfin, avait expiré. Peut-être que certains fantômes ne partent jamais. Peut-être qu'ils attendent simplement les bons mots. Et moi, je les avais enfin trouvés. Quelques semaines plus tard, la maison était calme, mais d'une autre façon, le genre de calme qui suit une tempête. Pas la destruction. Mais l'apaisement. La paix. Caleb s'était approprié la véranda pour ses fournitures d'art. Chaque matin, je le trouvais là, en train de dessiner des cardinaux, des geais bleus, des troglodytes, tous les oiseaux qu'il pouvait apercevoir dans les arbres du jardin. Son rire résonnait parfois dans le couloir, doux et clair, remplissant des espaces qui, autrefois, faisaient mal. Un matin, une lettre arriva dans une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Mais je reconnus l'écriture. Gérald Adams. Je l'ouvris avec soin, les mains stables. Il a pleuré, Rachel, disait la note, le jour où il a compris que c'était toi. Je n'ai jamais vu ton père paraître aussi petit. Il a porté cette vérité avec lui jusqu'à la fin. Je repliai la lettre et sortis sur le perron. Caleb était assis sur la première marche, son carnet sur les genoux, la langue coincée entre les dents pendant qu'il ombrait les ailes d'un faucon.
Je regardais la pelouse, les chênes ondulant doucement dans la brise. Il m'a vu, à la fin, dis-je à voix haute, sans m'adresser à personne. La fille qu'ils avaient effacée n'avait pas disparu. Elle attendait simplement que la vérité retrouve le chemin du retour.